Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Soldats de terre grecque. Est-ce que les célèbres soldats de terre cuite en Chine ont été créés par des artisans grecs? Il s'avère que les Grecs pourraient avoir aidé à construire la légendaire armée de terre cuite en Chine. Mais selon l'histoire conventionnelle, les Grecs n'ont jamais été en Chine, ou du moins pas encore lorsque les guerriers de terre cuite ont été fabriqués. Ce serait en quelque sorte la fusion de deux mondes. Jusqu'à présent, on a toujours cru que Marco Polo était l'un des premiers Européens à avoir vraiment démocratisé la Chine. Son voyage a eu lieu au XIIIe siècle avec Marco Polo transportant des lettres du pape Grégoire X à Kubilai Khan de l'Empire mongol. Mais que se passerait-il si le premier contact avait eu lieu 1500 ans plus tôt? Selon un rapport de la BBC, la nouvelle théorie choquante repose sur des preuves trouvées lors des fouilles du tombeau du tout premier empereur de Chine. Son nom était Qin Shi Huang, l'homme qui a unifié la Chine sous un seul souverain pour la toute première fois. Il vivait au IIIe siècle avant notre ère et a fondé la dynastie Qin. Il a commencé la Grande Muraille de Chine et a été enterré dans un vaste tombeau à sa mort en 210 avant notre ère. Et un fait très intéressant sur Qin Shi Huang est qu'il est très probablement mort à cause de sa quête de l'immortalité. Il avait demandé à ses alchimistes de lui préparer du mercure qu'il buvait en pensant que cela lui donnerait la vie éternelle. Mais à la place, cela l'a probablement empoisonné et l'a tué. Son tombeau est absolument incroyable. C'est en réalité un mausolée tout droit sorti d'un livre fantastique et qui rivalise de grandeur avec les pyramides elles-mêmes. Et l'historien chinois Sima Qian a écrit qu'il a fallu près de 700 000 hommes pour construire le mausolée. Cela signifie que cela a pris plus de 7 fois le nombre d'hommes nécessaires pour construire la grande pyramide de Gizeh. Imaginez toute cette main-d'œuvre. Le mausolée a été perdu jusqu'en 1974, lorsque des agriculteurs ont découvert les statues grandeur nature des guerriers, de chars et d'archers en terre cuite. Et il y a au total plus de 8000 guerriers construits pour protéger l'empereur contre les mauvais esprits qui pourraient essayer de le terroriser dans l'au-delà. Et il a également été enterré avec plus de 40 000 armes réelles en bronze, au cas où. Mais les guerriers sans vie ont-ils pu être fabriqués avec l'aide des Grecs? Li Qiuzhen semble le penser. Li est le principal archéologue au musée du site du mausolée de Qin Shi Huang. Il sait donc de quoi il parle. Li a déclaré que des preuves ont été trouvées montrant un contact entre le premier empereur de Chine et les Grecs avant la route de la soie. Les chercheurs chinois ont déclaré qu'il semblait que les figures en terre cuite avaient été inspirées par des sculptures grecques. Cela pourrait signifier que des artisans grecs aient voyagé en Chine au IIIe siècle avant notre ère et ont appris aux ouvriers chinois comment construire les sentinelles en terre cuite. C'est un poil vague, je l'admets, mais vous devez aussi admettre que cela pourrait avoir du sens. Avant la création de l'armée en terre cuite, il n'y avait pas de statue humaine grandeur nature en Chine. Ce n'était tout simplement pas quelque chose qu'ils faisaient. Ainsi, il est possible qu'une influence extérieure les ait inspirés. Par exemple, les Grecs ont répandu leur culture en Asie lors de la conquête d'Alexandre le Grand un siècle plus tôt. Il se pourrait donc que des membres de l'armée et des convois d'Alexandre le Grand soient restés en Asie et qu'ils se soient installés quelque part en Chine, apportant avec eux une partie des pratiques et de la culture de leur pays d'origine. Les vestiges antarctiques. Est-ce que l'Antarctique cache vraiment des statues et des vestiges antiques? À quoi ressemble cette formation? Un visage, n'est-ce pas? Cela ressemble à un énorme visage grimaçant, enterré dans la neige. Sa bouche grande ouverte et son nez juste à peine visible. Cette photo a été prise grâce au satellite de Google Earth, montrant ce qui pourrait être des preuves d'une civilisation perdue enterrée sous la neige en Antarctique. Et seul le visage peut être vu, pour certains suggérant qu'il pourrait y avoir tout un corps attaché au visage et enterré à des dizaines de mètres sous la neige, la glace et la roche. Il pourrait même y avoir d'autres visages gravés dans la pierre à proximité. Mais si vraiment vestige il y a, vous et moi ne risquons pas de les voir de sitôt, à moins que le réchauffement climatique ne s'accélère vraiment. Mais que disent les experts exactement à ce sujet? Ils appellent cela une théorie du complot farfelu. Les experts disent que le visage extraterrestre n'est rien d'autre que le résultat d'une pareidolie, c'est-à-dire un phénomène où notre cerveau voit des formes et des motifs là où ils n'existent pas. Mais ce genre de théorie est très loin d'être nouveau et loin d'être une exclusivité dans des cercles labellisés de complotistes. Depuis la découverte de l'Antarctique, des scientifiques très sérieux, des armées entières et des organisations gouvernementales se posent la question d'une présence humaine ancienne en Antarctique. Par exemple, l'opération High Jump
organisée par le célèbre amiral Byrd entre 1946 et 1947, était une expédition de l'armée américaine pour l'exploration de l'Antarctique. Cette opération a mobilisé près de 5000 hommes, 13 navires et 26 avions. Et en 2017, l'équipe du scientifique Eric Gulbranson a mené une expédition en Antarctique pour étudier les écosystèmes fossiles datant de l'époque du Permien tardif. L'équipe de chercheurs a découvert près de 5 nouvelles forêts fossilisées datant du Permien, qui auraient pu survivre à l'extinction Permien-Trias II, c'est-à-dire la plus importante des extinctions massives, et qui a causé la disparition de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Et plus récemment encore, en 2019, une photo récente de la NASA de l'opération Icebridge a donné lieu à une découverte fascinante, alors que des images ont révélé ce que certains experts très sérieux pensent être l'existence d'une ancienne colonie humaine située sous 2,3 km de glace. Et même des scientifiques de renom admettent la possibilité. Par exemple, l'historien et cartographe à l'université de Cambridge, Christopher Adam, croit qu'il pourrait y avoir une explication rationnelle. Il dit, et je le cite, « L'une des cartes les plus étonnantes de l'histoire est celle de l'amiral turc Piri Reis en 1513, et qui a réussi à cartographier le littoral de l'Antarctique il y a plus de 500 ans. Ce qui est le plus fascinant sur cette carte, c'est qu'elle montre le littoral de l'Antarctique sans glace. Comment cela est-il possible alors que les images du littoral sous-glaciaire de l'Antarctique n'ont été vues pour la première fois qu'après le développement d'un radar pouvant cartographier sous le sol en 1958 ? Est-il possible que l'Antarctique n'a pas toujours été couvert par une épaisse couche de glace ? Cela pourrait prouver que c'est une possibilité, reconnaît-il, avant de rajouter un léger décalage polaire ou un déplacement de l'axe de rotation de la Terre dans les temps anciens est peut-être la seule explication rationnelle. Mais nous avons certainement besoin de faire plus de recherches avant de conclure quoi que ce soit. L'ankh voyageur. Comment l'un des symboles les plus importants de l'Égypte antique peut-il se retrouver dans l'un des sites les plus mystérieux du Mexique? Un morceau de l'Égypte ancienne a été découvert de l'autre côté du globe, au Mexique. À Calixtlahuaca, les archéologues ont identifié un autel de briques construit en forme de croix égyptienne. Mais comment est-il arrivé là? L'ankh est l'un des symboles les plus anciens et les plus importants au monde. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour représenter la clé de la vie. C'était un caractère hiéroglyphique qui se traduisait littéralement par le mot vie. Vous pouvez voir aujourd'hui des exemples d'ankh gravés dans les temples à travers l'Égypte. Et vers le IIIe siècle de notre ère, les convertis chrétiens en Égypte ont transformé l'ancien symbole en symbole chrétien. Ils ont retiré la partie supérieure en boucle pour former une simple croix. Mais alors, que fait ce symbole au Mexique? Honnêtement, le Mexique n'est pas le seul endroit où ce symbole ancien apparaît. On l'a retrouvé dans des sites minoens, sur l'île de Chypre et dans les ruines d'Asie mineure. Certaines cultures l'utilisent pour identifier la planète Vénus et certains alchimistes l'utilisaient pour identifier le cuivre. Calixtlahuaca, ou du moins le sol sur lequel elle est bâtie, possède l'une des histoires les plus riches de toutes les anciennes cités mexicaines. Il y a 200 ans, les historiens espagnols tentaient déjà de reconstituer son origine. Des nomades anciens se sont probablement installés dans la région vers 640 avant l'ère commune. Ils étaient les descendants d'un groupe de chasseurs-cueilleurs encore plus anciens, connus sous le nom de Otomi, et qui se seraient regroupés près d'un lac aujourd'hui asséché et vide. Ensuite, les matelas incas sont apparus et ont construit une petite colonie, tombant sous l'influence de la culture toltèque, puis conquis par les Mexicas, qui ont ensuite été conquis par les Aztèques en 1476. L'histoire est un peu complexe, mais j'ai condensé 3000 ans de culture en quelques phrases. Les Aztèques ont été ceux qui ont détruit la ville précédente et construit une nouvelle sur ses ruines, et qu'ils ont appelée Calixtlahuaca. Cette nouvelle ville est devenue la capitale des rois aztèques mineurs qui contrôlaient la vallée de Toluca. Mais la stabilité n'a pas vraiment duré longtemps. Les matelas incas que j'ai mentionnés plus tôt, ceux qui ont construit la première petite colonie, n'avaient pas complètement disparu. Les matelas incas étaient les véritables autochtones de la vallée de Toluca et ils voulaient que les Aztèques quittent leur terre ancestrale. Et en 1510, ils ont essayé et échoué de les chasser, ce qui a conduit le roi Moctezuma II à ordonner la destruction de Calixtlahuaca. De nos jours, la ville est en ruine. Et l'une des ruines est l'autel en briques que j'ai mentionné au début, construit exactement comme un ankh égyptien.
Les Aztèques ont-ils copié les Égyptiens ou ont-ils inventé cette forme tout seuls? Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que la tête de Calixtlahuaca a été découverte ici. C'est une petite tête en terre cuite trouvée en 1933 et qui semble être d'origine romaine. La tête ressemble exactement à la tête d'une statue romaine et ne ressemble en rien à tout ce qui a jamais été trouvé au Mexique. La tête et l'ancre ont été découverts dans la même ville. Et pour certains, c'est bien trop pour être une coïncidence. Romeo Ristov de l'Université du Nouveau-Mexique a examiné la tête en 2001. Il a soutenu qu'un navire, peut-être romain ou phénicien, voire arabe, avait atteint le Mexique au VIe siècle avant notre ère. Mais d'autres scientifiques soutiennent que c'est un canular. Mais officiellement, aucune hypothèse expliquant sa présence sur le site n'a encore été confirmée. Et c'est exactement la même chose pour l'encre. Pour certains, c'est une simple combinaison de formes géométriques simples, voire même la représentation d'un être humain. Mais pour d'autres, il y a quelque chose de plus important à creuser. Le pire des archéologues. Que pensez-vous qu'un archéologue ait pu bien faire pour mériter le titre du pire de tous? Et même dans la mort, l'archéologue renommé mais controversé James Millard a tenté de faire passer des supercheries pour des réalités. Le scientifique célèbre est décédé en 2012. Après sa mort, un collègue a découvert des brouillons de matériaux d'écriture, des gravures inachevées et des fresques inachevées dans son appartement. Alors, quel était vraiment le problème? Tous ces matériaux étaient des choses sur lesquelles James travaillait et qu'il aurait fait passer pour de véritables artefacts s'il avait vécu. En réalité, il les fabriquait simplement dans son propre appartement et les revendait comme des authentiques. La carrière de James ne reposait pas toujours sur les falsifications et les contrefaçons. Il était conférencier à l'université d'Istanbul et à l'université de Londres. Il a toujours fait des affirmations incroyables et sensationnelles, mais il n'est devenu célèbre qu'avec ce qu'on appelle l'affaire d'Orak. Selon James, il avait rencontré une jeune femme dans un train entre Istanbul et Izmir qui portait un bracelet inhabituel. Il informa James que le bracelet provenait d'une collection d'antiquités appartenant à sa famille. Elle accepta de lui montrer le trésor qu'il identifia comme étant des artefacts de la culture Yortan. James affirma qu'il provenait d'une cité voisine de Troie datant de 2500 ans. Lorsqu'on lui demanda des photos des reliques, James refusa, affirmant que la famille lui a formellement interdit de prendre des photos. Quant à l'origine des artefacts, James affirma qu'ils avaient été excavés de temps peu profondes près de Dorak pendant la guerre gréco-turque. Mais ce qui se passa ensuite fut scandaleux et digne d'une série Netflix. James falsifia une lettre envoyée par la femme dans le train, lui donnant la permission de publier ses découvertes sur le trésor de sa famille. James publia ensuite des croquis et des notes qui attirèrent l'attention des autorités turques. Celles-ci pensaient que James avait fait sortir les trésors de Turquie, ce qui aurait expliqué pourquoi il ne disposait que de croquis et de notes. Cependant, il est bien plus probable qu'il ait tout inventé et que le trésor n'ait jamais existé. Mais ceci n'était que le début de la falsification pour James. Une fois, il a affirmé avoir trouvé une série de magnifiques fresques sur le site vieux de 9000 ans de Çatalhöyük, mais avant qu'il ne puisse prendre une photo, les fresques se seraient effondrées en poussière, comme si Thanos avait claqué des doigts. Et ce n'est qu'après sa mort qu'on a découvert l'étendue de ses falsifications et de ses arnaques. La grande traversée. Et si la science se trompait complètement sur la plus grande traversée de l'histoire de l'humanité? Avez-vous déjà entendu parler de l'hypothèse solutréenne? Elle suggère que les premiers humains à arriver en Amérique sont venus en bateau. C'est une théorie très intéressante qui pourrait être une réalité. Mais elle est tellement controversée que très peu de scientifiques en parlent. Mais commençons d'abord par la théorie acceptée par la science. L'explication actuelle qu'on enseigne dans les salles de classe est que les humains ont traversé le détroit de Bering lorsqu'il était encore gelé quelque part vers 15 500 ans et ce serait ainsi que les hommes auraient débarqué sur le continent américain depuis l'Asie. C'est ce que j'appelle une randonnée. Mais la date précise de l'événement change tout le temps, donc ne vous y fiez pas trop. D'ailleurs, des découvertes ont été faites plaçant les humains en Amérique du Nord il y a moins de 23 000 ans, voire peut-être même 30 000 ans. Les humains se sont lancés dans le plus grand pèlerinage, arrivant en Amérique du Nord, puis marchant lentement jusqu'à ce qu'ils atteignent le bout des terres, en Amérique du Sud, à Ushuaia. Cela a pris des milliers d'années.
Mais finalement, des personnes de toutes les couleurs et de toutes les cultures étaient réparties dans les Amériques, des Inuits aux Incas. Mais cela pourrait s'avérer être complètement faux. L'hypothèse solutréenne affirme que plutôt que d'enfiler leurs bottes de randonnée et de traverser depuis le nord et de descendre vers le sud, les premiers colons de l'Amérique du Nord ont utilisé des bateaux primitifs et ont navigué le long des plaques de glace dérivantes. Et ils auraient pu atteindre l'Amérique du Nord, probablement quelque part au nord du Canada d'aujourd'hui, puis suivre la côte jusqu'à un climat plus chaud et plus doux. Et d'un point de vue purement impartial, cela pourrait aller dans les deux sens. Il y a des preuves dans les deux sens, et chaque hypothèse semble plutôt plausible. Et vous savez quoi? Peut-être que c'était les deux. Peut-être que certains ont marché, et d'autres sont venus en bateau. Pour moi, personnellement, cela ne serait pas si surprenant, mais pour certains, cela est extrêmement controversé. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'hypothèse solutréenne. Est-ce possible? Dites-le moi dans les commentaires. La recherche de la pyramide noire. Et si une pyramide géante se cachait sous les glaces de l'Alaska? Eh bien, la quête de cette pyramide noire a même poussé un homme à risquer sa vie comme de nombreux explorateurs avant lui, en quête de quelque chose qui pourrait ne même pas exister. Le 27 mai 2020, pas si longtemps que ça, Nathan Campbell a pris un avion pour l'emmener de Talkeetna, un petit lac dans le parc national de Denali, en Alaska. Il était équipé d'un peu de matériel de camping et avait emporté une grande quantité de nourriture. Il avait également un communicateur satellite bidirectionnel pour pouvoir parler avec sa femme et ses enfants pendant son voyage. Nathan est resté dans le parc pendant les 4 mois suivants. Pourquoi était-il là? Pour trouver la pyramide noire. Selon la mythologie ou les légendes urbaines, la pyramide noire est 4 fois plus grande que la pyramide de Khéops en Égypte. Elle est également vieille de millions d'années, ce qui signifie qu'elle a été construite par une civilisation qui existait bien avant l'évolution des êtres humains. Les adeptes de ces théories disent que la structure est puissante et que l'armée en est parfaitement consciente. En fait, l'armée américaine garderait volontairement la pyramide ancienne secrète. Et ils assurent qu'elle est effacée de toutes les images satellites tout en veillant à ce que personne ne tombe accidentellement dessus dans la nature sauvage de l'Alaska. La plupart des gens n'ont ni les fonds ni le temps de louer un avion pour les emmener loin aux confins de la civilisation. Et même s'ils le faisaient, ils ne chercheraient pas des pyramides controversées. Mais Nathan était très loin d'être comme tout le monde. Il a tout mis en jeu pour confirmer que la pyramide est là, quelque part. Mais quand vous saurez ce qui lui est arrivé, vous serez choqués. Mais d'où vient le mythe de la pyramide en premier lieu? En 1992, des scientifiques étudiaient les ondes de choc des essais nucléaires souterrains menés par la Chine. Et au cours de l'enquête, les équipes auraient identifié ce qui semblait être un vide dans les interférences en forme de pyramide de 213 mètres sous la surface de l'Alaska. La théorie du complot a pris de l'ampleur lorsqu'un capitaine naval retraité, resté anonyme, a accepté de paraître sur Coast to Coast, une émission de radio sur les théories du complot. Il a déclaré que dans les années 80, il avait travaillé sur des installations radars secrètes à travers tout l'Alaska. Et pendant son travail, il était toujours intrigué par une source d'énergie mystérieuse au milieu de nulle part. Elle perturbait ses communications et c'était comme si une gigantesque batterie était au milieu des paysages glacés, bien qu'il ne l'ait jamais vue de ses propres yeux. Et vers le milieu de juin 2020, les SMS de Nathan se sont arrêtés. Toute communication avec sa femme a été interrompue. On ne sait pas ce qui s'est passé entre juin et septembre, mais Nathan n'était pas là lorsque l'avion est revenu pour le chercher le 15 septembre. Le service des parcs nationaux envoyait une équipe pour le retrouver, mais Nathan avait complètement disparu. Ils ne l'ont trouvé nulle part et l'équipe de recherche a trouvé quelques vêtements moisis, ses contenants de stockage de nourriture et sa tente. Mais on n'a jamais retrouvé Nathan lui-même. Cela fait aujourd'hui presque 4 ans et Nathan est un fantôme. L'Alaska est un endroit très dangereux et sauvage, donc énormément de choses auraient pu lui arriver. Il aurait pu tomber et se blesser et mourir, ou être mangé par un animal sauvage comme un ours. Ou bien il aurait tout simplement pu se perdre. Les possibilités sont infinies, mais les plus fervents croyants de la théorie de la pyramide noire pensent que sa disparition est en lien avec ses recherches. Il y a énormément de questions, mais ce qui est arrivé à Nathan restera probablement un mystère. Et ce qui a été révélé dans l'ADN de cette ancienne reine mésopotamienne pourrait changer tout ce que nous savons sur l'humanité. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.